Bonjour et bienvenue dans Ça papillonne, le podcast qui t'aide à faire évoluer tes habitudes au travail de manière efficace et engageante. Je suis Rosanne Lemarchand, formatrice en efficacité professionnelle et chaque semaine, j'explore des thématiques variées autour de la gestion du temps et de la formation. Je te partagerai des conseils pratiques pour une meilleure organisation au travail et des histoires inspirantes pour t'accompagner sur ton chemin de formation. Ce qui m'importe, c'est de t'aider à faire un pas de côté, d'observer tes comportements au travail, de prendre du recul et j'espère te faire avancer. Chaque épisode est une opportunité d'explorer de nouvelles idées et d'acquérir des compétences. Installe-toi confortablement et laisse-toi guider. C'est parti! Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça papillonne. Aujourd'hui, je voulais vraiment te parler d'un sujet qui revient régulièrement en formation et que les personnes viennent chercher pour apprendre un outil magique, une baguette magique pour apprendre ça en formation. C'est comment est-ce qu'on peut dire non et pourquoi est-ce qu'on devrait dire non au travail. Allez, c'est parti. On est parti pour ce nouveau sujet. Et évidemment, comme toujours, comme toute chose, si ça ne gratte pas, on ne changera pas. Donc, ce n'est pas parce qu'on souhaite on vient en formation pour chercher quelque chose, un outil comme ça, qu'on va repartir en disant « Ouais, c'est bon, je sais dire non ». On peut décider ça du jour au lendemain pour l'appliquer, mais faut-il encore y croire et puis savoir pourquoi on le fait. Alors, dans mes groupes, bien sûr, ce que je fais à chaque fois, c'est un temps pour en parler de ce nom. Et évidemment, je tombe bien sûr sur des personnes dans chaque groupe pour qui le nom est impossible ou très compliqué. Elles ont des scrupules. Et puis, il y a aussi des personnes qui sont arrivées à un moment de leur vie où elles ont eu un point de non-retour et elles commencent et elles ont déjà entamé ce processus-là de dire non et de mettre des limites. Donc, du coup, ces personnes-là, c'est bien, elles se sont trouvées parce qu'elles vont pouvoir échanger et elles vont pouvoir se répondre entre elles. Et donc, pendant cet exercice, je leur pose 3 questions aux personnes, donc un groupe de 8, 12 personnes, qu'importe. Alors, des fois, je fais des sous-groupes. Quand elles sont vraiment, quand le groupe est trop petit, 4-5 personnes, je mets tout le groupe sur les 3 questions en même temps. Mais sinon, c'est 3 groupes, 3 sous-groupes avec une question chacun et chaque groupe réfléchit à la bonne question. Bref, la première question, c'est quels sont pour vous les inconvénients à dire non au travail? Alors, le public dans ce cadre-là, il est un public salarié, je précise. Ce qui revient souvent au niveau des réponses qui ressortent de ces inconvénients à dire non, c'est justement les personnes qui ont des scrupules à le faire. Elles ont peur d'un conflit avec les collègues, avec les supérieurs. Elles ont peur du regard de l'autre et éventuellement aussi d'un manque d'engagement. Elles ont peur que ce soit vu comme négatif, un manque de motivation, un manque de volonté, voilà, quelque chose qui peut affecter sa réputation professionnelle, donc son image dans l'équipe. Il y a aussi la peur de décevoir les autres. Parce que nous, on est déjà en surcharge de travail, mais peut-être que ça va surcharger l'autre aussi. Donc, on peut avoir cette déception en face de nous. Et puis, on peut avoir aussi cette perception, voilà, on est la méchante, on est celle qui va dire non, ou le méchant, on est toujours celui qui dit non, etc. Et en fait, quand je demande aux personnes quelle est leur perception des personnes qui, elles, disent non, les autres disent non, il y a toujours une dans l'équipe, une personne qui fait ça. Elles ont toujours une image négative d'elles et en même temps, elles l'envient. Alors, elles ont une image négative parce que, elle a réussi, mais un peu de jalousie en fait là-dedans. Elle réussit à dire non, je sais pas comment elle fait, elle, c'est toujours bloqué, donc du coup, c'est toujours sur moi que ça retombe parce que moi, je dis oui. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de peur derrière cette impossibilité de dire non aux autres, aux collègues, aux managers, aux clients, etc. Et alors, le but ici n'est pas de faire un non franc et de l'envoyer à la tronche et puis de terminer, basta, je ne veux plus en entendre parler. L'objectif pendant les formations, c'est que on délimite bien la zone des tâches qui me sont j'arriverai pas à faire cette phrase-là, les tâches que je dois faire, qui sont dans mon poste de travail.
Donc finalement, je devrais les faire. Donc c'est pas un non qu'il est nécessaire de faire, mais c'est autre chose. Des tâches qui ne sont pas de mon fait, qui ne sont pas prévues à mon poste de travail. Et donc dans ce cas-là, j'ai la liberté de dire non. Et dans ce cadre-là, en fait, quand c'est pas à moi de le faire, les personnes ont plus de facilité à dire non. Alors, du coup, on a aussi l'autre question qui est quels sont les avantages à dire non. Donc après les inconvénients, après tout le négatif qui va avec, qu'est-ce qui ressortirait de positif si finalement je me décidais à dire non. Alors là, évidemment, il y a la satisfaction personnelle, il y a la charge mentale, il y a la charge de travail, la concentration, mieux gérer son temps, la confiance en soi, l'estime personnelle, apprendre aux autres aussi à être autonome, des choses comme ça. Il y a peut-être aussi une meilleure communication. Ben, en fait, il y a énormément de points positifs à dire non et pour autant, les personnes sont coincées dans le négatif. Donc là, on a un certain nombre d'avantages, d'équilibre vie pro-perso, la qualité de travail, l'affirmation de soi, une meilleure communication. Et ben parfois, en fait, dans la liste, dans les deux papers en fait, que les personnes ont à disposition, entre l'un des inconvénients et les avantages, il y a des inconvénients, certes, mais il y a souvent aussi beaucoup plus en quantité d'avantages à dire non. Et donc là, je leur dis, c'est quand même ces avantages-là, ils commencent à peser lourd quand même dans la balance de dire non. Donc, bon, il va falloir creuser quand même un petit peu. C'est qu'il y a quand même des avantages à le faire. La troisième question que je pose du coup en formation, c'est comment est-ce qu'on peut dire non de façon constructive ? C'est-à-dire que là, on a toujours cette séparation des deux tâches, la tâche qui m'incombe, la tâche qui n'est pas dans ma liste je vais y arriver, dans ma fiche de poste. Ça y est, j'y arrive. Je suis sûre que de l'autre côté de la radio, vous vous êtes dit, ah ben si, c'est ça qu'elle veut dire. Bon, c'est sorti, c'est fini par sortir. Donc, comment dire non de façon constructive? Là, les personnes qui n'ont pas l'habitude de dire non, pour le coup, sont un petit peu en manque là, elles n'ont pas d'exemple, en fait. Elles savent pas quoi dire. Et puis, il y a des personnes qui, évidemment, qui arrivent à dire non, arrivent avec leur manière de faire. Et souvent, ce qui arrive, c'est directement des exemples concrets. Donc là, on va avoir, bah, écoute, je suis désolée, mais il y a ceci, il y a cela. Et souvent, je dis, attention, refuser une demande ne justifie pas, enfin justement, on n'a pas à se justifier auprès de la personne. On a expliqué, donné le contexte, mais pas à se justifier. Justifier implique que la personne en face va rentrer dans des failles pour vous faire changer d'avis. Elle va trouver en fait les arguments grâce à vous de contourner en fait ce que vous êtes en train de dire et pour apporter un autre argument. Donc il faut surtout pas se justifier, surtout en étant en panique, en fait, en mode panique. Là, c'est la pire des choses que vous finirez par accepter. Donc dans la catégorie des tâches que l'on ne doit pas faire parce que ce n'est pas de notre fait, le non s'impose un peu plus facilement parce que je ne suis par exemple plus la référente sur ce projet-là, ou j'ai changé de poste récemment, tu dois t'adresser à mon ancien collègue, enfin au collègue qui a pris mon ancien poste. On va rester là-dedans, ou quelqu'un qui abuserait, une personne dans la hiérarchie qui pourrait abuser des demandes, par exemple pour faire une demande personnelle. Du coup, c'est pas de votre fait de faire des choses comme ça. Donc, du coup, c'est plus facile de le faire, mais pour autant, il ne faut surtout pas se justifier. Il faut rester assez clair et direct dans ce que vous êtes en train de dire. La manière de le dire doit être concise, sans ambiguïté, sans justification. Je ne peux pas prendre cela en charge en ce moment. Et l'objectif, en fait, ce qui serait mieux derrière, c'est d'avoir quelque chose de factuel, un tableau, une liste de choses qui soit claire et nette pour la personne, pour que factuellement, elle voit que ce n'est pas possible. Dans la situation encore où on n'est pas forcément la bonne personne pour faire cette tâche, on peut éventuellement proposer une alternative, donc une autre personne qui pourrait aider la personne qui demande
ou alors de réévaluer la demande à un moment ultérieur. C'est-à-dire que, bon, ben, il n'y a plus personne autour de vous. On est dans la situation où vous êtes deux dans la boîte, donc forcément, ça limite les choix. Et donc, vous savez que ça va retomber sur vous. Tant pis, faut que vous le fassiez, ok, mais il y a peut-être moyen de le faire différemment. C'est-à-dire, je m'explique, en fait, quand on a une demande comme ça en face de nous et on peut être en mode panique, en fait, tout simplement, on n'ose pas poser des questions auprès de la personne. On va pas oser lui poser des questions sur cette tâche-là, d'où elle vient, depuis quand elle est sortie, quel est l'intérêt, l'enjeu, pour quand est-ce qu'elle doit être faite, etc. Puisque, encore une fois, la question d'urgence est très subjective. Euh, Quand on est dans un groupe comme ça, je vous ai déjà dit, en fait, on peut avoir on a X personnes dans la salle, on aura X définition d'une priorité. Et à chaque fois, l'urgence reviendra sur le tapis. Mais l'urgence est une question de date et pas d'enjeu. Donc, il faut voir, en fait, pouvoir discuter avec la personne pour justement faire un petit bilan, un petit récap de cette demande. Et puis peut-être que en fait, il était en mode panique ou elle était en mode panique parce qu'en fait, dans 5 jours, il faut rendre un truc. Mais qu'en fait, si vous la faites dans 1 heure, dans 2 heures ou demain matin, eh ben, ça sera suffisant, ce sera satisfaisant pour que la personne, elle soit rassurée. En fait, la personne, tout ce qu'elle veut, c'est avoir une réponse. Et quand on s'intéresse et qu'on et qu'on ne prend pas de but en blanc comme ça, ça demande, et qu'on s'intéresse à la question et pourquoi on le fait, pourquoi, quelle est la date, etc., on va pouvoir ajuster sa propre organisation à la demande de la personne. Donc là, on est en train de glisser vers de toute façon, je vais la faire, soit c'est parce que c'est dans ma fiche de poste, soit parce que de toute façon, il n'y a personne d'autre pour le faire. Donc là, pour moi, la zone de confort où on doit absolument se positionner quand on nous demande quelque chose, et c'est vraiment à nous de le faire, c'est de glisser sur la zone questionnement, d'échange avec la personne. C'est pas de l'agresser, c'est pas d'être en conflit avec elle, très loin de là. C'est de poser des questions, de communiquer avec elle, d'être curieux sur le sujet, etc. C'est pas de donner un avis, c'est d'essayer de comprendre le contour du sujet et du coup de donner une réponse adaptée à la personne. Et parfois, la personne, elle va vous dire ouais, c'est hyper urgent, il me faut ça tout de suite, etc. Et en fait, quand on creuse la question, c'est pour lundi prochain. On est lundi, c'est pour lundi suivant, mais du coup, il était hyper urgent parce que il voulait prendre une marge de sécurité pour faire ci, pour faire ça. Et quand en fait, on dégonfle un petit peu cette urgence-là, on pose des questions, on va rassurer la personne pour lui dire écoute, ça va me prendre 1 heure. Là, je suis en train de faire un truc. Je suis en train de terminer, je termine, parce que ça m'a été demandé, donc il faut que je la fasse. C'est une priorité aussi. Par contre, dès que j'ai terminé, je reviens vers toi pour en savoir peut-être plus sur cette demande-là que tu es en train de me faire, si j'ai besoin de plus d'informations. Je m'y mets, ça me prend 1 heure et tu l'auras forcément avant la fin de la journée. Ou alors le même discours, mais pour demain matin, je te le fais, je serai plus fraîche, je finis ma journée aujourd'hui, je reviens vers toi pour les informations et je m'y attelle et tu auras ça demain matin, est-ce que ça te convient? Donc, pour moi, vraiment, la question, ou en tout cas la phrase magique pour ça, c'est explique-moi un peu mieux ta demande et qu'on en discute, tout simplement. Alors oui, ça va prendre un petit peu de temps. Ça va dépendre de la personne. Alors, il faut essayer aussi d'aider la personne à être le plus concise possible, à être le plus direct possible sur son besoin. Donc, il faudrait peut-être un petit peu orienter les questions, mais vous perdrez moins de temps à questionner la personne et à programmer cette tâche-là, plutôt que de l'intégrer dans votre journée, alors que c'est peut-être pas le moment. Ça va vous mettre une petite charge mentale complémentaire. Vous allez peut-être finir plus tard, etc. Vous allez peut-être le faire en stress, vous allez peut-être mal le faire. Donc, autant mettre toutes les chances de votre côté pour être confortable dans cette tâche-là et le faire un petit peu plus tard quand vous êtes vraiment disponible. Et je pense que la personne, elle va préférer que vous lui disiez, écoute, je préfère la faire demain matin, je serai fraîche, disponible et avec tous mes neurones prêts à fonctionner pour ta tâche là et je la ferai mieux que si je la fais maintenant en speed et en faisant des conneries. Donc, je pense que la personne, elle préférera que vous le fassiez le lendemain matin. Après, dans les réponses que je peux avoir aussi, que j'ai croisées dans mes groupes de formation, ce que j'ai trouvé très drôle,
et que je partage avec vous et que je partage avec d'autres groupes, c'est que il y a des personnes alors, elles s'amusent pas, c'est pas vrai, mais ça devient une technique pour refuser une demande. En fait, il y a des structures où dans l'organisation, il y a un manager, une personne dans la sphère, dans la structure de l'entreprise, qui fait plein de demandes, mais qui ne revient jamais dessus. Donc, la personne, elle demande, elle demande, elle demande, mais en fait, elle ne redemande pas la chose et on ne lui redemande pas non plus des comptes en fait par rapport à cette tâche qui aurait dû être faite. Donc la personne, elle a pris le parti que si cette tâche-là vient de Monsieur X ou Madame Y, eh ben, elle va pas la faire tout de suite. C'est pas qu'elle va pas, elle ne veut pas la faire, mais elle a tellement l'habitude que cette personne-là ne revienne jamais aux nouvelles, elle n'entend jamais parler de cette tâche-là. Elle se dit, bon ben, je vais attendre qu'on me relance. Parce que là, si vraiment on me relance, dans ce cas-là, donc par rapport à cette personne-là précisément, hein, c'est pas forcément un credo à mettre à tout le monde, mais si on me relance pas, finalement, c'est peut-être pas urgent. Donc il y a cette option-là. Il y a l'option aussi d'une personne que j'ai croisée qui me dit, moi, je réponds aux gens, ok, mais je pourrais le faire dans 15 jours. Bizarrement, les personnes trouvent toujours un autre moyen de le faire. Donc ça choque parfois certaines personnes dans mes groupes. Ils disent: «Mais non, mais je peux pas faire ça», et cetera. Oui, peut-être que tu peux pas faire ça 15 jours, c'est peut-être trop long, mais peut-être que si tu dis ça dans 2 jours, ben, je m'y mets dans 2 jours, peut-être que ça va refroidir aussi la personne. Parce qu'il faut savoir qu'en face de nous, on n'a pas forcément des personnes qui auront cherché la solution avant. C'est de la facilité aussi parfois de venir demander de l'aide. C'est plus facile de demander à une collègue qui sait faire plutôt que d'apprendre à le faire. Donc, ce que vous pouvez aussi faire dans votre position, c'est montrer à la personne où trouver l'information, le faire une fois, et puis de prendre cette habitude-là, de montrer et ensuite de laisser la personne autonome. Il faut aussi qu'elles apprennent, ces personnes-là, à le faire toutes seules. Et j'ai entendu aussi, là récemment, et je n'arrive plus à retrouver le contexte, une personne qui, un manager, peut-être que je l'ai vu dans une vidéo, je ne sais plus. Oh, mon Dieu, pardon à la personne que je vais, à qui je pique l'idée. Mais en fait, le manager disait, en fait, quand les personnes de mon équipe ont un problème, je veux qu'elles viennent me voir, bien sûr, mais en ayant déjà une solution. C'est-à-dire que la personne qui va venir dans le bureau du manager aura en effet une problématique, mais elle aura déjà cherché une solution avant de venir le voir ou la voir. Ça incite les personnes de l'équipe à se débrouiller tout seul, à prendre de l'autonomie. Et finalement, il est moins embêté que la personne qui va dire oui, quand il y a un problème, vous venez me voir, tout simplement. Le fait de chercher rend autonome l'équipe, les personnes de l'équipe. Et finalement, elles vont peut-être se lancer dans la solution directement plutôt que d'aller voir le manager. Donc en fait, rendre autonome ces équipes, ça va aussi passer par là, proposer une manière c'est ludique finalement, tu viens me voir que si tu as une solution, je trouve ça assez marrant comme manière de faire, ça les responsabilise aussi. Donc la petite conclusion, parce que je voulais pas que cet épisode soit très très long par rapport à ça, la petite conclusion que j'aimerais faire, c'est de vous poser la question suivante quand vous voyez en fait, regardez, observez-vous en fait comment vous réagissez face à une demande. Est-ce que vous êtes directement à dire oui, 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 ou est-ce que vous êtes sur un non définitif, ou est-ce que vous essayez de poser des questions? Et si vous êtes dans le oui, 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 qu'est-ce que ça implique derrière? Est-ce que ça gratte? Est-ce que ça a des conséquences? Observez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Et, après, le challenge qu'on pourrait faire, c'est si ça gratte, si ça ne vous convient pas, essayez de trouver une manière, une parade, en fait, une phrase refuge pour que ce soit moins compliqué la prochaine fois et vous mettre en sécurité. Parce que quand on panique, c'est très compliqué de discuter éventuellement avec la personne. Donc, la petite phrase magique aussi qu'on pourrait se mettre de côté, c'est « Attends, je réfléchis et je reviens vers toi avec une réponse » ou alors « Je reviens vers toi pour en savoir plus ». Nous, ça nous laisse du temps de nous poser, d'être moins dans la panique, de souffler, de peut-être finir ce qu'on est en train de faire, d'essayer de se remettre bien comme il faut dans nos baskets, d'aller voir la personne tranquillement quand on l'a décidé,
et de discuter avec elle. Donc ça laisse une petite zone tampon, un petit temps comme ça suspendu pour que ça nous évite de répondre trop dans la précipitation. Alors le non, c'est toujours compliqué de toute façon, c'est un sujet qui reviendra et qui est récurrent. Voilà, mais je vous propose simplement de réfléchir à ces 3 questions. Quels sont les inconvénients à dire non? Quels sont les avantages à dire non? Et puis comment est-ce qu'on peut dire non de façon constructive? Et peut-être de se préparer une phrase qui nous permet de souffler ou de réfléchir avant de se lancer dans une réponse. Voilà, c'était mon petit truc du jour. Je vous laisse avec ça. Je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, je t'invite à t'abonner, à laisser un avis ou des étoiles et à partager avec tes amis. Je suis aussi à ton écoute. Alors propose-moi des sujets à aborder et je me ferai un plaisir de creuser le sujet. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation passionnante. Salut!